aux frontières de la zone euro, j'y suis très favorable. Je pense qu'il va falloir un jour ou l'autre aussi se poser la question de savoir s'il ne faut pas mettre en œuvre une taxe carbone aux frontières de la France. Et plus généralement, se poser la question d'un protectionnisme social, écologique et sanitaire. Je sais bien que c'est un gros mot et que ça fait des années que disons, certaines sagesses populaires croient que le protectionnisme coïncide avec le fascisme ou avec la guerre. Tout ceci est complètement faux du point de vue historique. Vous savez très bien que, historiquement, depuis 2 siècles, les phases protectionnistes n'ont jamais coïncidé avec la guerre, en tout cas pas du tout de manière systématique, et les phases libre-échangistes n'ont jamais coïncidé avec la paix. La France et la Prusse ont signé un traité de libre-échange en 1868, 2 ans avant de se faire la guerre. Le libre-échange n'est aucunement la garantie de la paix, aucune. Voilà. Donc je crois que, et alors inversement, l'Europe de l'Ouest était entièrement protectionniste pendant les 30 Glorieuses. Ça ne nous a absolument pas conduit à la guerre, bien au contraire. Voilà. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'il y ait une révision déchirante, à mon avis, d'un certain nombre d'économistes qui comprennent qu'on a besoin d'un protectionnisme intelligent. Il n'y aurait jamais eu de révolution industrielle en Europe sans le protectionnisme du 19e. Jamais, jamais. Nous ne ferons pas la reconstruction écologique de la France sans un minimum de protectionnisme social, écologique, pour permettre à une industrie verte française d'émerger. Voilà. Et puis il y avait une dernière question sur la prise de conscience. Donc la question qui m'était posée, c'était est-ce que vous croyez que s'il y a une mobilisation, en particulier des élus locaux, on peut arriver à une prise de conscience? On pourrait dire d'une certaine manière les élections municipales montrent que la prise de conscience est déjà là, au moins du point de vue de ceux qui sont allés voter dimanche dernier. Moi, ma petite expérience, c'est que c'est pas du côté des catégories populaires dans les banlieues ou en milieu rural, a fortiori, qu'on manque de prise de conscience de la gravité de la crise écologique. La résistance, dans notre imaginaire, c'est plutôt du côté des hommes urbains de plus de 60 ans, éduqués, qui aujourd'hui ont le pouvoir social. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, alors j'en ferai un jour partie, ces hommes-là sont au cœur du dispositif social, du compromis social que nous avons construit, et en sont les principaux bénéficiaires. Ce sont ceux qui n'ont absolument aucun intérêt à changer le système, comme on pourrait dire de manière un peu brutale. Donc ce sont eux qui résistent, dans mon expérience. Avec une difficulté majeure qui est de se représenter ce à quoi pourrait ressembler la société française en 2050, une société décarbonée. C'est parce que nous manquons d'images pour se projeter sur un horizon désirable d'ici 2050 que nous avons beaucoup de mal à mettre en œuvre, à mon avis, les outils de la transition. Il reste qu'il y a un autre lieu, à mon avis, de résistance très très fort, qui est un lieu institutionnel, qui n'est pas simplement logé dans la tête et dans l'imagination d'un certain nombre de nos citoyens, qui est le secteur bancaire. Je vais m'arrêter là, je pense. Le secteur bancaire, pourquoi? Parce que nos grandes banques qui ont financé l'économie française pendant tout le XXe siècle ont dans leur bilan aujourd'hui le reflet des financements du passé. Et c'est normal. Or, dans ce bilan, vous avez des centaines de milliards d'actifs qui sont liés aux hydrocarbures, charbon, le gaz. Si demain matin, nous décidions que le charbon doit être un actif échoué, et il faut que nous prenions cette décision le plus rapidement possible, si nous voulons avoir quelque chance de décoller du RCP 8.5 et nous éviter les catastrophes à côté desquelles la pandémie sera une petite plaisanterie. Mais un jour aussi. Si nous le faisons, une bonne partie de nos banques seront en faillite demain matin. Elles le savent. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup d'actifs qui sont liés aux hydrocarbures fossiles. Qui plus est, alors ça c'est un paradoxe, nos banques aggravent leur cas puisqu'elles continuent de prêter davantage aux hydrocarbures fossiles qu'aux énergies renouvelables. Vous avez certainement vu passer le rapport Oxfam d'il y a 1 an et demi qui montre que pour 10 € de financement d'énergie de la part des banques françaises, vous avez 7 € qui vont aux hydrocarbures fossiles. Donc, non seulement il y a un legs du passé qui est légitime, qui est lié à l'industrialisation française, qui était une industrialisation construite d'abord sur le charbon, puis le pétrole et le gaz. Donc il y a ce leg-là, mais il y a en plus le fait que nos banques aggravent leur cas aujourd'hui en continuant de faire du crédit brun. Là, il y a un lieu de résistance majeur. Tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen de débarrasser nos banques des actifs pourris, en vérité, qu'elles ont dans leur bilan, qui ne sont pas valorisés comme tels par le marché parce qu'il y a une énorme bulle carbone sur le marché aujourd'hui qui refuse de prendre en compte le fait que l'essentiel des réserves d'hydrocarbures fossiles ne doivent pas être utilisées et donc en fait devraient être valorisées à zéro. Elles ne le sont pas, donc elles sont surévaluées. Mais si on tient compte du fait que cette bulle est une bulle, en réalité, une bonne partie de nos banques sont déjà en faillite. D'où la situation intenable pour le secteur bancaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le secteur bancaire, en particulier français, mais il n'est pas le seul, est condamné à faire du greenwashing pour dissimuler le fait qu'il ne peut pas, vu son business model aujourd'hui, faire la transition. Parce que si nous la faisons sérieusement, il est en faillite.
Et donc là, il y a un paradoxe face auquel nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit nous prenons de face cette question et nous décidons collectivement d'une solution pour avoir un secteur bancaire capable de financer la transition, sans tomber en faillite, soit nous continuons de nous raconter des histoires et de faire du greenwashing. Vous savez, par exemple, la totalité des obligations vertes, des green bonds, n'ont rien de vert. Elles sont toutes aussi brunes et toutes aussi vertes que n'importe quelle obligation. Soit nous continuons de faire du greenwashing et nous aurons peut-être la même discussion dans 10 ans avec une situation qui sera encore bien plus dégradée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Excusez-moi, j'étais un peu trop long. C'était parfait, c'était absolument complet. Vous avez remis en question l'ensemble des fondements même de notre droit, qui est le droit de propriété. Et donc forcément, du coup, ça bouscule notre compréhension des choses, mais c'est bien parce qu'on a besoin aussi d'avoir cette